Il existe des amitiés dans le showbiz, et puis il y a ce qu'il y avait entre Diana Ross et Michael Jackson. Un petit garçon nerveux, silencieux, à la recherche de quelque chose de solide auquel se raccrocher, et une déesse de la soul, déjà au sommet du monde. Pendant 50 ans, elle n'a jamais expliqué pourquoi il la suivait comme une ombre. Pourquoi il a dit un jour qu'elle était mère, sœur et amante tout à la fois. Elle n'a rien précisé quand il a inscrit son nom dans son testament. Ni quand il a cessé de lui parler après son mariage. Mais en 2025, à 81 ans, elle a enfin parlé. Pas aux caméras. Pas pour les gros titres. Juste quelques mots, autour d'une tasse de thé, qui révèlent tout. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'un amour qui n'a jamais existé, et qui n'a jamais cessé d'exister. Abonnez-vous, activez la cloche, et restez jusqu'à la fin. Parce que cette histoire va vous briser le cœur. 1969, Michael Jackson n'a que 9 ans lorsqu'il rencontre Diana Ross pour la toute première fois. À cette époque, il est le plus jeune membre des Jackson 5, un groupe familial émerge originaire de Gary, dans l'Indiana, qui vient d'être signé chez Motown Records. La famille vit dans une petite maison ouvrière, sous la coupe d'un père autoritaire, Joe Jackson, qui pousse ses fils à répéter sans relâche. Michael, déjà doté d'une voix exceptionnelle et d'un talent pour la danse, porte le poids des attentes. Il est timide, sensible, et cherche un refuge dans la musique. Diana, en revanche, est déjà une superstar. À 25 ans, elle a quitté les Suprêmes pour entamer une carrière solo fulgurante. Elle est l'une des figures les plus puissantes et les plus glamour de Motown, une proche confidente du fondateur du label, Berry Gordy. Son charisme, son style, sa présence scénique en font une icône incontestée. Techniquement, c'est Berry Gordy qui signe les Jackson 5 après avoir visionné une performance filmée envoyée par Bobby Taylor, un producteur de Motown. Mais Michael raconte souvent une autre version de l'histoire, celle où Diana Ross les a découverts. Ce récit, bien qu'inexact, est utilisé stratégiquement par Motown pour la promotion. Le label sort même le premier album des Jackson 5 sous le titre Diana Ross présent The Jackson 5 pour capitaliser sur sa renommée. Michael adopte ce mythe parce que, pour lui, ce n'est pas simplement une tactique de communication, c'est sa vérité. À ses yeux, Diana ne fait pas que le présenter au monde, elle le sauve de l'invisibilité, de l'ombre écrasante de son père et de la pression d'être le plus jeune d'un groupe en pleine ascension. Leur lien se forme rapidement. Lorsque les Jackson s'installent à Los Angeles, Michael séjourne fréquemment chez Diana dans sa maison des Hollywood Hills. Lors de ses visites, il ne fait pas que se détendre. Il observe. Diana Ross n'est pas seulement une mentor, elle est un modèle vivant de ce qu'il aspire à devenir. Il étudie son sens du détail, sa façon de répéter chaque mouvement avec précision, ses réponses en interview, la manière dont elle règle la lumière et les angles sur le plateau. Plus tard, Michael dira que Diana lui a appris à sourire devant la caméra, à occuper une scène, plus que tout, à se comporter comme une star. En 1971, il lance sa carrière solo tout en continuant à se produire avec les Jackson 5. Sa première prestation télévisée en solo ne se fait pas dans un programme des Jackson, mais dans Diana, l'émission spéciale de Primetime de Diana Ross. Il y chante Got to Be There et danse avec une assurance impressionnante pour son âge. Ce que le public ne voit pas, c'est le travail en coulisses. Diana l'a préparé avec douceur et attention, ajustant son col, lui chuchotant des conseils, le guidant comme une grande sœur ou une mère. Lors d'une interview cette même année, Diana décrit Michael comme un fils ou un frère pour elle. « Il m'admire tellement, dit-elle, alors j'essaie d'être un bon exemple. » La presse adore cette image, la diva confiante guidant un jeune prodige timide vers la lumière. Mais derrière les portes closes, les sentiments de Michael vont au-delà de l'admiration. Il la suit avec l'intensité de quelqu'un qui ressent plus que de la gratitude. Il mémorise ses gestes, sa façon de parler, même la manière dont elle tourne la tête sur scène. Au fil des années, ce lien devient plus visible. Le frère de Michael, Jermaine, déclare plus tard que Michael vénérait Diana et la voyait comme plus qu'un membre de la famille. Tandis que le public pense qu'ils sont comme frères et sœurs, ceux qui connaissent vraiment Michael perçoivent quelque chose de plus complexe et de non dit. Pourtant, à cette époque, il n'y a ni controverse ni spéculation publique, juste une connexion discrète et constante entre deux artistes. L'une au sommet de sa carrière, l'autre à l'aube de la sienne. Ce qu'ils partagent n'a rien de scandaleux, mais est profondément personnel. Et même alors, les bases sont posées. Un lien qui s'étendra sur des décennies, bousculera les définitions et finira par alimenter l'une des relations les plus mystérieuses et chuchotées de l'histoire de la musique moderne.
1978 Michael Jackson endosse le rôle de l'épouvantail dans The Wiz, un grand film qui réimagine le magicien d'Oz avec une distribution entièrement afro-américaine. Ce fut son premier rôle principal au cinéma et sa première expérience d'acteur aux côtés de Diana Ross, qui joue Dorothy. Si ce film représente pour Michael une opportunité d'explorer le jeu d'acteur et de s'émanciper de l'ombre des Jackson 5, une autre motivation, peut-être plus personnelle que professionnelle, le tire vers le projet, Diana elle-même. À ce moment-là, Diana Ross n'est plus simplement une mentor ou une idole. Elle est devenue une figure centrale dans sa vie. C'est la première fois qu'ils vont travailler ensemble au quotidien pendant une longue période. Non pas en se croisant sur scène ou en studio, mais en partageant une routine privée et constante pendant plusieurs mois. Durant le tournage à New York, Michael loue un appartement au lieu de séjourner à l'hôtel. À la surprise de beaucoup sur le plateau, Diana choisit d'y vivre elle aussi. Il n'y a ni manager, ni personnel, ni caméra, juste deux. Ce qui s'est passé derrière la porte de cet appartement n'a jamais été rendu public. Ni Diana ni Michael n'en ont parlé en interview, mais les personnes proches de la production ont remarqué un changement. Des membres de l'équipe racontent que le duo arrive et repart du tournage ensemble, dînent côte à côte et s'engagent souvent dans de longues conversations après la fin des prises. Diana ne l'appelle pas Michael, elle l'appelle bébé. Et Michael, connu pour sa timidité, paraît visiblement détendu en sa présence. Les spéculations se mettent à circuler doucement dans les coulisses. Maquilleurs, techniciens lumière, assistants, beaucoup pensent qu'il n'y a plus qu'un simple partenariat professionnel entre eux. Pourtant, personne n'aborde le sujet directement. L'atmosphère entre eux est intime, mais jamais ostentatoire. Ce n'est pas une romance mise en scène pour attirer l'attention. C'est privé. Pour Michael, ce fut une période décisive. Il vient d'avoir 20 ans, plus tout à fait un garçon, pas encore un homme. Il cherche encore à se défaire de l'image d'enfant star, à trouver sa place en tant qu'artiste solo. En Diana Ross, il trouve une stabilité. Elle est quelqu'un qui a déjà parcouru le chemin sur lequel il s'engage. Sa présence l'ancre. Leur lien dépasse le simple réconfort émotionnel. Pendant les moments de pause, Michael partage avec Diana des démos inédites, des maquettes qui vont devenir des morceaux de son album solo Far Off the Wall. Elle écoute, donne son avis, l'aide à peaufiner les paroles. Ces séances ne sont pas des réunions professionnelles. Ce sont des instants de vulnérabilité. Il fait confiance à son instinct et plus encore à son cœur. Ceux qui sont proches de Michael remarquent un changement. Il devient plus introspectif. Il sourit moins face à la presse mais paraît plus serein en privé. Selon un ancien assistant, c'était la première fois qu'on le voyait aimer sans avoir à jouer un rôle. Diana n'a jamais répondu aux rumeurs. Michael non plus. Mais leur silence en dit plus long qu'un démenti. Ils protègent quelque chose qu'ils comprennent tous les deux mais qu'ils savent inexplicable. Il n'y a aucune photo divulguée aux tabloïds. Aucune confession dans la presse, seulement des souvenirs partagés entre eux et un lien qui n'a pas besoin d'être nommé pour être réel. 1982 Michael Jackson est sur le point de devenir l'artiste le plus célèbre de la planète. Il vient tout juste de terminer l'enregistrement de Thriller, l'album qui va redéfinir la pop, pulvériser les records de ventes mondiaux et faire de lui une icône culturelle. Le petit garçon qui se tenait autrefois timidement derrière Diana Ross est désormais au premier plan, traçant sa propre route, mais toujours hanté par une vérité intime qu'il n'a jamais osé prononcer. Tout change lors d'une interview pour Ebony cette même année. Le journaliste, s'attendant aux réponses prudentes habituelles de Michael, lui pose une question simple. Qui est la femme idéale pour vous? Michael ne réfléchit pas. Il n'esquive pas. Il regarde droit dans l'enregistreur et dit clairement, c'est Diana Ross, je l'aime. Le silence s'installe. Le journaliste croit d'abord à une plaisanterie, mais Michael ne sourit pas. Il est sérieux. Il ajoute que s'il pouvait épouser n'importe qui dans le monde, ce serait elle. À l'époque, Michael a 24 ans. Diana Ross, 38 ans, est déjà mère et a divorcé 2 fois. L'écart d'âge et le poids émotionnel derrière ses paroles en surprennent plus d'un. Mais Michael s'en fiche. Il a gardé ses sentiments en lui pendant des années et il vient enfin de les libérer. La déclaration fait rapidement le tour des médias. Certains y voient un reste d'admiration adolescente, d'autres une stratégie de publicité. Mais ceux qui connaissent Michael personnellement savent que c'est sincère. Il est notoirement discret sur ses émotions. Qu'il se livre ainsi ne peut signifier qu'une chose. Ses sentiments sont profonds, anciens et bien réels. Diana Ross, comme à son habitude, garde le silence. Elle ne commente jamais publiquement.
Elle ne confirme pas mais ne dément pas non plus. Curieusement, la presse ne la relance pas, comme s'il y avait un accord tacite. Ce qu'il partage est trop fragile pour être exposé au grand jour. En coulisses, cependant, les langues se délient. Jermaine Jackson, le frère aîné de Michael, confirme plus tard ce que beaucoup soupçonnaient, que Michael aimait Diana depuis des années et qu'il la considérait même comme sa petite amie. Il explique que Michael devenait jaloux chaque fois qu'elle apparaissait au bras d'un autre homme sans chercher à le cacher à la famille. Puis en 1985, Diana Ross annonce ses fiançailles avec le magnate norvégien du transport maritime Arne Næss Jr. Et ils se marient la même année en Suisse. Ce fut une cérémonie intime réservée à la famille et à quelques proches. Michael Jackson n'en fait pas partie. Il ne vient pas au mariage, n'envoie aucun cadeau, n'adresse aucun message de félicitations. Lorsqu'on lui demande pourquoi, il répond avec une franchise douloureuse « J'étais jaloux parce que j'ai toujours aimé Diana Ross et je l'aimerai toujours ». Dans les semaines suivantes, Michael se retire. Ses proches notent un changement subtil mais profond. Il cesse de donner des interviews. Il annule des séances en studio. Il évite les projecteurs, chose rare pour un homme qui y vit en permanence. Le perfectionniste infatigable est devenu silencieux, introverti, inaccessible. Le monde voit alors une superstar au sommet de sa gloire. Mais en coulisses, c'est un jeune homme de 27 ans confronté à la douleur discrète d'un amour non réciproque. Ce n'est pas un scandale, pas un drame, juste la prise de conscience que la femme qu'il a admirée, idéalisée, peut-être même attendue, va désormais appeler un autre homme son mari. Personne ne blâme Diana. Elle a le droit de vivre sa vie, de se marier, de choisir sa voie. Mais pour Michael, la souffrance ne vient pas de la perte. Elle vient du fait qu'il continue à l'aimer, tout en sachant qu'elle ne sera jamais à lui. À partir de là, Michael change. Il ne parle plus jamais d'amour en public. Il ne mentionne plus Diana Ross dans aucune interview, ni comme ami, ni comme collègue, même lorsqu'on le lui demande. Mais ceux qui l'entourent savent une chose, dans ces moments de vulnérabilité, quand il se replie sur lui-même, c'est toujours à elle qu'il pense en premier. Quand Michael Jackson sort Dirty Diana en 1987, le public imagine aussitôt une femme séductrice, audacieuse et dangereuse. Mais le choix du prénom Diana n'est pas un hasard. Pour ceux qui suivent Michael depuis ses débuts, cette chanson n'est pas juste un morceau, c'est un signal. Pendant des années, Michael nie que Dirty Diana vise quelqu'un en particulier. Il explique que le personnage est fictif, une représentation des femmes qui gravitent autour des célébrités dans l'espoir de les manipuler. Mais le calendrier intrigue plus d'un. Le copyright de la chanson a été déposé le jour exact du mariage de Diana Ross avec Arne Næss Jr. Cette coïncidence est trop parfaite pour être ignorée. Selon ses proches, notamment son frère Jermaine, la chanson exprime une douleur longtemps contenue. Pas de la colère envers Diana elle-même, mais la frustration d'une perte personnelle qu'il ne peut traduire en mots. Quelques années plus tard, en 1991, Michael sort Remember the Time. Le ton change radicalement. Là où Dirty Diana brûle de tension et de désir, Remember the Time est douce, nostalgique, presque tendre. Et cette fois, Michael ne nie rien. Selon plusieurs amis et collaborateurs, la chanson est un hommage discret à un amour qui n'a jamais vu le jour. Un souvenir précieux. Impossible à revivre. Dans le clip de Remember the Time, Michael incarne un homme dans un palais égyptien ancien tentant de séduire une reine lointaine et toute puissante. La femme n'a pas de nom. Mais pour ceux qui connaissent Michael, l'inspiration est claire. Jermaine Jackson a publiquement déclaré que Michael avait écrit la chanson pour Diana Ross et cela avait du sens. Les paroles ne sont pas amères. Elle ne reproche rien. Elle pose simplement une question. Do you remember? Tu t'en souviens? Aucune réponse n'est attendue. Le fait de poser la question suffit. Ces deux chansons expriment des émotions opposées. L'une une colère née du désir, l'autre un regret doux amer. Mais toutes deux pointent vers la même femme, Diana. À ce stade de sa vie, la musique est devenue le seul langage que Michael ose encore utiliser pour dire ce qu'il ne peut exprimer à voix haute. Il ne déclare plus jamais son amour publiquement, ni ne mentionne leur relation en interview. Mais chaque note, chaque mot porte une émotion qu'il ne peut vivre au grand jour. Pour quiconque a un jour aimé quelqu'un de loin, quelqu'un qu'il ne pouvait jamais vraiment avoir, la musique devient le seul refuge où cet amour peut exister. Et pour Michael, la musique fut sa dernière lettre d'amour, celle que personne ne pouvait lui interdire d'écrire. En 2002, Michael Jackson met à jour son testament. Parmi les clauses juridiques et les dispositions sur son héritage, un détail inattendu attire l'attention.
Si sa mère Catherine Jackson ne peut plus s'occuper de ses enfants, la personne suivante qu'il désigne comme tutrice légale est Diana Ross. Ni un ami proche, ni un frère ou une sœur de confiance, ni même Debbie Rowe, la mère de 2 de ses enfants, c'est Diana Ross. Pour ceux qui comprennent Michael, ce choix n'est pas surprenant. Il lui fait profondément confiance, non seulement pour garder ses secrets, mais aussi pour porter ses valeurs. Diana ne l'a jamais trahi. Elle n'a jamais parlé de leurs moments privés. Elle n'a jamais utilisé son nom pour attirer l'attention. Et c'est pourquoi il lui confie l'une des responsabilités les plus intimes et sacrées, la garde de ses enfants. Après la mort de Michael en 2009, Diana Ross publie une brève déclaration. « Je n'arrive pas à arrêter de pleurer. C'est trop soudain et choquant. Mon cœur souffre. Je prie pour ses enfants et sa famille. » Elle ne passe pas à la télévision. Elle n'accorde aucune interview. Elle n'assiste pas aux funérailles. Mais son nom dans le testament dit tout ce qu'il y a à dire. Dans les années qui suivent, un autre détail fait surface. Cette fois de la part d'un employé du ranch de Neverland. Il y avait une petite pièce non ouverte au public où Michael avait placé des photos de Diana Ross. Un espace calme, privé, sans indication. Certains l'appelaient la salle Diana. Pas un sanctuaire, mais un lieu où il gardait un fragment de cette vie qu'il n'avait jamais pu avoir. En 2025, Diana Ross fête ses 81 ans. Elle reste discrète, parlant rarement à la presse. Mais un après-midi, lors d'une conversation paisible en famille, elle dit enfin quelque chose qu'elle a gardé pour elle pendant plus de 50 ans. Michael m'aimait, dit-elle, m'aimait d'une façon qu'on ne peut pas facilement nommer. Pas de larmes, pas de drame, juste de l'honnêteté. Quelqu'un lui demande doucement, « Et vous, vous l'avez aimé en retour ?» Elle marque une pause, baisse les yeux vers sa tasse de thé, puis dit calmement, « J'ai eu une immense tendresse pour Michael, avec tout ce qu'une personne peut donner à une autre, mais l'aimer comme lui m'aimait. Je ne vais pas mentir là-dessus. » Elle n'en dit pas plus. Ce n'est pas nécessaire. Cette phrase suffit à confirmer que ce sentiment avait été réel, très réel, mais jamais autorisé à devenir quelque chose d'officiel. Elle comprend que si elle avait rendu cet amour dans sa totalité, cela aurait pu briser l'équilibre fragile entre admiration et affection. « Il m'a donné un type d'amour que je n'étais pas sûre de pouvoir porter, » dit-elle. Et parce qu'elle savait combien cela comptait pour lui, elle a choisi de garder ses distances pour ne pas le blesser. Quand on remonte l'histoire de leur première rencontre à leur cohabitation pendant The Wiz, aux confessions publiques, son absence à son mariage, les chansons codées, le testament et cette salle silencieuse à Neverland, tout devient clair. Ce n'était pas une romance ordinaire, ce n'était pas un conte de fées. C'était un lien de toute une vie, toujours présent, jamais totalement reconnu mais impossible à effacer. Michael Jackson a aimé Diana Ross. Vraiment. Follement. Jusqu'à son dernier souffle. Mais c'était plus que de l'amour. C'était une mère quand il n'en avait pas. Une sœur quand il était seul. Une mentor quand il cherchait sa voie. Une amoureuse qu'il n'a jamais eue. Diana l'a aimé en retour, mais pas comme lui. Elle a protégé cet amour. Elle l'a porté sans le briser. C'était l'amour d'un enfant qui a trouvé une déesse, et d'une déesse qui a su ne pas le détruire. Dites-moi en commentaire, Michael a-t-il vraiment aimé Diana, ou était-ce quelque chose de plus complexe que l'amour? Likez si cette histoire vous a touché. Abonnez-vous pour d'autres récits vrais chaque semaine. Et surtout, prenez soin de ceux que vous aimez.